Bonjour et bienvenue à l'épisode 6 de Dehors, le podcast de plein air, où on sait où est-ce qu'on commence, mais on sait pas où est-ce qu'on finit. Je suis votre hôte, David, et je suis accompagné de Marc-André, l'autre hôte. Moi, c'est ça, moi, c'est l'autre hôte. Ça va bien? Ouais, ça va. Yes, sir, déjà l'épisode 6, ça va vite. Ça va vite. On n'arrête pas. Donc, on va y aller avec le classique, la chronique récurrente de la semaine, la chronique du perdu. La chronique de début de tous nos épisodes. Donc, vas-y, parle-nous du perdu de la semaine. Ben, je vais vous parler d'un perdu, mais ce perdu-là a occasionné la perte de 60 autres personnes. Je t'explique? Ça crée comme une avalanche, là. Ouais, c'est ça. C'est une avalanche de perdus. Comme un domino, mettons. Ah. Un domino. C'est bon de la pizza domino. On devrait avoir un sponsor d'eux. En fait, il y avait un groupe de randonneurs en Autriche, dans les Alpes. Donc, eux randonnaient, ils étaient une 60aine. Accompagné d'un guide, c'est sûrement des gens qui étaient pas habitués, prennent un guide pour aller explorer les Alpes. Moi, d'habitude, quand je prends un guide, c'est parce que je sais pas ce que je fais. Ouais, c'est ça. Ils étaient en Hongrie, puis c'était des gens, 60 gens de la Hongrie qui étaient là. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'un moment donné, ça s'est rendu compte que à 3h l'après-midi, le guide était plus là. C'est quoi son nom? Comment ça avoir un nom? On le sait pas son nom, en fait, on l'a pas retrouvé. Hein? Bon, il est pas écrit dans l'article, le nom du gars. Ok, c'est bon, ok. On peut-tu trouver un nom, s'il te plaît? Arthur. Ok, Arthur le perdu. Arthur. Ou Constantinos l'Autrichien. Pour rappeler le perdu des premiers épisodes. Donc, c'est ça, lui, il mène 60 touristes qui sont dans le coin. Puis lui, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est mis à boire. Ok. Il s'est mis à boire beaucoup. Un peu. Un peu beaucoup. Donc, ce gars-là, à 3h l'après-midi, est disparu. Donc là, t'avais 60 personnes. Il a lâché genre des smoke bombs pis il s'est mis à courir dans le Ou je sais pas, il a peut-être dit, hey, faut que j'aille faire un petit caca. Là, ben là, à l'écart. I'll be back. Il est jamais revenu. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont appelé, ils étaient perdus, ils ont appelé secours. Il y a eu 12 rangers qui sont allés les descendre parce que c'était vraiment 60 touristes en montagne, qui avaient besoin d'un guide au départ. Donc, il faut se rappeler que ces gens-là, c'est probablement des gens qui sont pas habitués à la région. Donc, monte en Crocs, mettons. En Crocs ou en gogoon, ou pas de souliers. C'est barefoot? On parle de barefoot? Donc, c'est ça. Les 12 personnes sont allées les chercher en haut. Lui, en fait, le guide, on l'a retrouvé. On a dit, pourquoi t'as laissé ta gang en haut, mon petit coquin? Voilà. Il sentait l'alcool, mais vu qu'il n'y a pas eu de blessés, selon les lois là-bas, il n'y a pas eu à souffler dans la ballonne. Donc, on sait pas vraiment s'il était sous, mais les témoins de là-bas disent que le gars, il buvait pas mal, puis un peu beaucoup. Il était chaud patate, pour reprendre les expressions à Dave. Là-bas, un homme qui s'occupe de la montagne, là, Gérard Riel-Knagler, désolé mon Autrichien, lui, en fait, c'est un guide dans les montagnes, il dit, ça a été un comportement du guide très, très, très non professionnel, puis en plus, c'est pas un guide qui est entraîné pis qui a les permis faits pour guider dans cette montagne-là. Dans le fond, c'est un gars qui a juste fait un annonce sur Craigslist, qui a genre fait 60 personnes, ben content, 20 piastres chaque. Même ça doit être cher quand même un guide. Sûrement, mais je veux dire, quand tu splits la facture à 60... Ouais, mais c'est peut-être par tête. Je sais pas. En tout cas, prendre 60 personnes, là, tu sais, je pense qu'un professeur, c'est pas plus que 30 élèves dans sa classe. Imagine 30 personnes dans un hike. Mais je veux dire, puis en plus, un groupe de 60 personnes en montagne, ça doit un peu enlever le plaisir. Moi, je suis content quand je vois personne. Eux se sont vus pas mal. C'est un sauvage, toi. Fait que... donc c'est ça, c'était dans la montagne Rax, dans les Alpes autrichiennes, donc 60 perdus à cause du guide qui laisse 61 perdus. Ouais, c'est ça, qui laisse aller son groupe de randonneurs parce qu'il est trop chaud. Donc 60 perdus plus Arthur. Parfait. Donc on va passer à la prochaine chronique, Flamand. C'est une chronique que dans le fond je voulais faire parce qu'on parle souvent des Adirondacks. Et on a vu récemment sur les groupes Facebook que beaucoup de gens demandent des conseils pour des montagnes débutants. Donc, nous, on n'en fait pas vrai. On n'en fait plus vraiment des montagnes débutants parce qu'on aime ça quand ça dure longtemps puis qu'on peut partir la journée au complet. Mais des fois, il y a des gens qui n'ont pas le temps de faire ça ou qui sont tout simplement pas assez en shape pour le faire et qui veulent pas s'éloigner trop loin. Ils veulent pas aller aux États-Unis. Ils veulent pas, je sais pas moi, aller faire 3-4 heures de char. Ça l'hypothèque une journée, tu sais. Exactement. Fait que là, ce que tu nous présentes, c'est des choses qu'on peut faire plus proches puis qui prennent moins de temps. En fait, ce que je vais te présenter, c'est 5 montagnes qu'on peut faire à l'intérieur de 1 heure de trajet, environ 1 heure de trajet de Montréal. Pas de trafic.
sans trafic, bien sûr, parce qu'on le sait que de nos jours, avec Turco puis tout ça, puis le Grand Prix qui va être en fin de semaine, puis ça risque de devenir assez... Je pense que ça... L'enfer. Pas besoin d'un Grand Prix pour que ce soit l'enfer, juste les travaux de réfection des ponts, là. En effet, pas Champlain, Turcot, en tout cas. On va pas commencer à chialer là-dessus. Non, on s'en va sur c'est pas un podcast d'ingénierie civile ici, là. On va passer sur autre chose. Donc, la première montagne que je veux, c'est une montagne qui est juste à côté, qui est une montagne qui a une pente de ski dessus. C'est le mont Saint-Bruno. Donc, le parc national de Saint-Bruno, c'est un parc de la CEPAC. Ça prend 30 minutes de se rendre là. Il y a 2 sentiers qu'on peut faire là-bas. Moi, le sentier que je recommande, c'est le lac des Bouleaux. C'est lui que j'ai déjà fait un jour. Je pense que c'est lui que tu peux. Puis là, il y a une petite maison de thé au bout. C'est le fun. Tu finis ton hike. Du thé en haut ou en bas? Ben, c'est 100 quelques mètres de dénivelé. Donc, t'as pas vraiment... Tu fais le tour du lac, dans le fond. OK. Tu comprends, c'est une boucle. OK, je comprends, là. Mais je veux dire, tu vas pas sur le sommet. Non, tu vas pas sur le sommet, parce que c'est là, le sommet, c'est la montagne de ski. OK, fait qu'on peut y aller en chaise. Ouais, ou tu peux décider de monter le sommet aussi si t'es bien craqué, mais c'est une colline, hein, on s'entend. Parfait, ouais. Petit fait, peut-être non connu des gens, Mont-Saint-Bruno, c'est une des plus grandes écoles de ski au Canada. Si c'est pas la plus grande. Tu parles au niveau du nombre d'élèves dans une année? Au niveau du nombre de... Je pense qu'il y a comme 200 instructeurs là-bas. Pour une petite montagne, c'est quand même impressionnant. Je trouve ça étonnant, mais d'un autre côté... je pense que c'est la montagne la plus proche de Montréal. C'est la proche de Montréal, c'est une colline. C'est une colline, c'est vraiment petit, donc c'est idéal pour les débutants. Donc moi, il y a beaucoup de gens que je connais qui ont débuté là-bas. Sinon, ben tu vas faire du parc. Il y a un beau parc à Saint-Bruno, Saint-Brun qu'on appelle ça. Je suis jamais allé à Saint-Bruno, mais moi j'allais à Bromont dans le temps de cégep en ski, puis je me rappelle d'un chaise, on bitchait Saint-Bruno, là. C'était une colline, mais OK. Ouais. Donc c'est ça pour celle-là, c'est le lac des Bouleaux, c'est environ 8,7 km. Fait que c'est quel type de sentier? C'est une boucle. Une boucle? OK. Une boucle. Je veux juste savoir si tu suivais nos épisodes. Bien sûr. Donc le deuxième sentier, c'est au Mont-Saint-Grégoire. Mont-Saint-Grégoire? Oh! Mont-Saint-Grégoire. Là, tu touches des cordes sensibles. Ah oui, on touche des cordes sensibles. C'est 30 minutes de Montréal environ. Ouais. Environ. Il y a un sentier, donc c'est pas compliqué, hein? Il y a un sentier pour se rendre au top, ça s'appelle la cime du Mont-Saint-Grégoire, puis c'est 2,3 km. Non, c'est pas vraiment long. Ça, c'est le sentier balisé. Sans vouloir vous influencer dans l'illégalité, il y a beaucoup de petits sentiers autour qui sont qui appartiennent pas à la cime, puis il y a moyen de se rendre au sommet. On va faire du bushwhack. Étant donné que c'est une petite montagne, comme je disais, tout le tour, tu peux monter. Puis c'est pas nécessairement du bushwhack. Les gens passent pas mal au même endroit tout le temps. Ouais. On n'a qu'à penser au stationnement des cabanes à sucre qui les gens... Denis Charbonneau. Charbonneau, le toit rouge, je pense, puis il y en a un autre qui est la Goudrelle. La Goudrelle, je suis sûr, c'est une cabane à sucre. Dans le fond, il y a un petit sentier qui monte au sommet, puis en plus, c'est gratuit. Sauf qu'habituellement, tu vas là dans le temps des sucres, tu manges. Trop de bacon, trop de jambon, trop de tarte au sucre. Oreille de Christ dans le sirop. Oh, là, tu me parles. Puis là, tu peux te tirer, là, tu te sens le sucre dans le tapis, fait que tu dis, bon, je vais aller digérer ça en montant la montagne. Ça, c'est une activité que je faisais souvent étant jeune. Tu dis que c'était combien de temps, la randonnée? J'ai pas dit de temps, mais c'est 2,3 km, donc... une trentaine de minutes, 45 minutes, peut-être. Ouais, c'est ça. Fait que, ce qui peut être le fun à Mont-Saint-Grégoire, c'est justement, tu combines ça avec la cabane à sucre. Ouais. Ou, à l'automne, il y a la traditionnelle sortie aux pommes avec ta copine. Yes, sir. Donc, tu peux aussi combiner mangeage de tarte aux pommes puis de beignes au sucre et... les beignes au sucre de chez Denis Charbonneau. Oh oui. Ça, c'est quelque chose, ça. Donc, Mont-Saint-Grégoire, moi, étant donné, c'est une petite montagne, mais étant jeune, je l'ai montée souvent. C'est pas loin d'où je viens. Proche de là. Pour les plus courageux, il y a de l'escalade à faire, là. Faut pas en parler trop fort non plus. Il y a beaucoup de blocs. On va arrêter ça tout de suite. Il y a beaucoup de blocs et de voies. OK. Montagne suivante, Dave. Donc, la montagne suivante, c'est le Mont-Saint-Hilaire. Oh. Ouais, ça, c'est 45 minutes de Montréal. Il y a 5 sentiers là-bas. Moi, le sentier que je conseille, c'est le sentier Rocky ou le sentier Dieppe. Je pense que c'est pas mal les deux sentiers les plus populaires. Moi, ce que j'ai fait un coup, on est allé porter le char en bas de Dieppe. Puis après ça, on a fait le tour avec un autre char, puis on est allé à Rocky. On a monté Rocky, puis on a redescendu l'autre bord à Dieppe. C'est une traverse? Non, parce qu'il y a une montagne. C'est comme une mini-traverse. C'est une mini-montagne, une mini-traverse, ouais. OK. Donc, c'est ça, c'est 8,9 km. Ça se fait super bien. Je me souviens plus combien de temps que ça nous avait pris, mais bon,
C'est pas très long. Mais c'est un beau petit hike pour commencer. Puis Sentier Rocky, c'est beaucoup des rochers, puis c'est à pic vite. Ouais. Comparativement à Dieppe, que c'est plus lent, puis ça prend plus de... C'est plus... Puis- ça monte tranquillement. Puis moi aussi, pour l'avoir fait souvent, Saint-Hilaire, ce qui est intéressant, c'est on peut le faire aussi l'hiver. En raquette, c'est vraiment des beaux sentiers à faire en raquette. Ouais. Donc, c'est des paysages tout le tour. C'est beaucoup des champs. On a une belle vue sur Montréal quand c'est dégagé, donc c'est super le fun. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que Saint-Hilaire, c'est payant parce que ça appartient à l'Université McGill. Ouais, c'est ça. C'est le centre de recherche de biologie ou je sais pas trop quoi. Moustique, Ouais, bref. c'est ça. Il y a des laboratoires là-bas. Ouais. Des expériences. Donc, ça, c'est un payant. Ouais, fait que le prochain, c'est lequel, David? Ouais. Donc, le prochain, dans le fond, c'est à 50 minutes de Montréal. C'est le Mont Rigaud. Ah, j'allais là, moi. Oui, moi, je suis allé faire du ski. Pas aller faire de rando, mais je suis allé faire du ski là-bas. Encore une petite montagne. Donc, il y a 2 sentiers là-bas. Celui que je conseillerais, c'est l'Escapade Loup. La boucle Escapade. Donc, ça, c'est la même chose, c'est à l'entour d'un petit lac. Puis c'est 13,5 km. C'est un peu plus long. OK. Mais, tu sais, c'est à 50 minutes de Montréal, donc ça se prend bien aussi. Mm-hmm. Et le dernier mont que je propose, c'est le mont Offord. Un peu plus long qu'un heure, 1 heure et quart, mais c'est encore très raisonnable. Puis là-bas, c'est un parc de la CEPAC. Donc, il y a 10 sentiers que tu peux faire. Moi, mon préféré, c'est le sentier des Crêtes, mais là, ça devient difficile. Là. On n'est plus dans la catégorie facile. Ça devient 20 points quelques kilomètres. Mm-hmm. Donc, je vais vous conseiller le sentier de l'étang aux cerises. Moi, c'est lui que j'ai fait. Ben, un de ceux que j'ai fait. Je l'ai fait en hiver. C'était ma première expérience de raquette, c'est autour de ce lac-là. Donc, c'est 8,7 km. Ça se prend super bien. Puis, c'est ça. C'est pas une grosse dénivelée. Puis, l'été, ça se prend super bien avec toute la famille puis tout ça. Puis ce qui est le fun, étant donné que c'est un parc de la CEPAC, on peut aussi faire d'autres activités. Tu peux louer des canots, des kayaks. Il y a des terrains de camping sur le site. L'hiver, t'as du ski de fond. Ouais. De la raquette. Ouais. De la rando, si tu veux. Donc, c'est un centre de sport pour aller jouer dehors, là. Exactement. Ah, donc c'est ça. C'est les 5 que tu nous présentais. Saint-Bruno, Rigaud, Saint-Grégoire, Saint-Hilaire, Offord. Exactement. Puis, il y a le Mont Bonus. Un bonus. Oui. T'es généreux. Oui. Si ça vous tente pas de sortir de Montréal, ben, vous pouvez aller au Mont-Royal. Vous pouvez même y aller en métro. Ah. Puis le sentier au Mont-Royal, c'est-tu long? Non. Ça dépend si tu passes par la rue. Ouais, c'est ça dépend par où tu passes, mais non, c'est pas très long. Mm-hmm. Ben, le Mont-Royal, il y a beaucoup d'escaliers, de marches. Quand on prend les sentiers, il y a un petit place à pique-nique. Si tu veux t'entraîner, là, faire du escalator, là, en nature. L'escalator naturel, OK, mais qu'est-ce que c'est ça? Donc, voilà. Super, super. Moi, je vais vous rappeler quelque chose. Au travail, nous autres, on est ingénieurs, on nous parle souvent de l'éthique. C'est important. L'éthique et la déontologie, c'est très important. Donc, l'éthique, ça s'applique partout. Je vais vous parler de l'éthique en montagne. Je vais vous shooter des mots-clés. En fait, je vais dire à Dave un verbe. Okay. Puis Dave va essayer de compléter la phrase avec une règle d'éthique, voir s'il connaît bien ce qu'il faut faire en montagne. Okay. L'éthique, c'est quoi? Ben, ça sert à ce qu'on puisse conserver les lieux comme ils sont pour que les autres puissent en profiter. Ouais. Donc, rester. Belle. Non, c'est pas rester belle. Ah, OK. C'est rester sur les sentiers en tout temps. Ouais. Donc, bon point. On parlait beaucoup de la mode season, la saison de la boue dans les derniers épisodes. Donc, faut rester dans le sentier pour pas faire mal à la végétation, si on veut. Même chose au sommet. On essaie de toujours passer entre les bornes, entre les balises, pour s'assurer que la végétation puisse survivre, étant donné que c'est très sensible. La flore. Donc, deuxième verbe, Dave. Enterrer. Les corps morts. Enterrer, non, on parle des déchets humains. Je vais pas rentrer dans les détails, là. Genre ton cop de Yoplait, tu l'enterres pas, lui. Non, on parle de déchets humains biodégradables. OK, d'accord. Donc, on parle de tes besoins. D'accord. Par respect Faut-tu que j'enterre quand je pisse? Hein? Faut-tu que j'enterre quand je Ça pisse? s'enterre tout seul, ça. OK. Ça pénètre le sol. C'est bon, merci. On dit d'aller faire sa besogne à au moins 150 pieds des sentiers.
Pour des questions de respect c'est une pis bonne marche. d'intimité aussi. Parce qu'imaginez si les 60 perdus d'Hongrie passent pendant que t'es à 3 pieds de la trail. Bonjour, 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 Bonjour. bonjour. Parce que tu sais, c'est très important. Ça sent fort, mon homme. Ouais, Bonjour. c'est ça. Bonjour. C'est très important, tu sais, il faut toujours dire bonjour aux gens sur les trails. Nous, on est des gens de bonjour. Puis- On dit bonjour, donc, tu sais. Je voudrais aussi ajouter une règle. Faites pas ça dans les cours d'eau. Non. Pour des raisons aussi Parce évidentes. que, tu sais, mettons, tu prends ton Cascade. live straw, pis oh, il reste, ça, tu sais, bloqué mon live straw, je me demande pourquoi, c'est pas nice. Aussi, en tout cas. On pourrait en parler toute la journée de tout ça, mais on dit d'enterrer. De caca. Donc, enterrer ça. Cacher ça. Troisième verbe. Prendre. La main dans le sac. Non, c'est pas se faire prendre la main dans le sac. maudit. C'est prendre tout ce que t'as apporté pour le ressortir des sentiers. Donc, tu laisses rien derrière toi. Ah, ok. Donc, tu parlais tantôt de tes corps morts. Disons, toi, t'es-tu du genre à prendre une petite bière au sommet? Ben, non, Moi, je mais fais mettons, des shots. mettons que c'est une figure. Mais je mets de Lil Jon pis je fais des shots. Donc, tout ce que t'apportes, que tu boives des shots ou de la bière, tu le remets dans ton petit sac, puis tu le rapportes. Il y a souvent des poubelles dans les stationnements, pas loin des sites de randonnée. Ouais. Puis sinon, ben, C'est très important parce que même moi, quand je trouve des déchets par terre, je les prends, souvent je les mets dans Mhm. mes poches, puis je les ramène parce que je trouve ça plat. OK. Quatrième verbe, monter. La montagne. Oui, mais non. Ah. C'est monter votre campement à au moins 150 pieds des sentiers et des routes. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Ben, parce que sinon, ça fait chier, là. Tu te promènes, il y a des tentes dans le chemin, tout le kit. Ouais, c'est pour le respect de ceux qui passent, puis aussi Le raspa. pour l'intimité, puis avoir la paix. Si jamais vous êtes plutôt lève-tard en forêt, puis les groupes commencent à passer, ça va vous déranger. Là. Ça va vous déranger, puis vous allez nuire à leur expérience, dans le fond, si vous êtes dans le sentier. Donc, mettez-vous un petit peu à l'écart. Brûler. Les corps morts. Non! Donc, si tu brûles du bois, fais-le dans des endroits désignés. Puis assurez-vous que vous pouvez le faire. Ouais. Donc, souvent, aux entrées des sentiers, il va y avoir un indicateur de feu dans les forêts. Donc, c'est une genre de flèche que le ranger tasse là, de vert à rouge. Donc, c'est rouge, c'est que c'est... J'ai toujours trouvé ça très arbitraire. Oui, c'est très arbitraire. Moi, c'est soit c'est dans le vert ou dans le cut-off rouge. Tu sais, je Donc, vois pas dans le milieu, je sais pas. Si la flèche est dans le rouge, Comment ils font? ben, j'imagine que c'est un indicateur, genre, il y a pas eu de pluie dans les 3 derniers jours, donc jaune, ça fait une Ça semaine qu'il n'y a bouge pas de pluie d'un rouge. pouce. Puis s'il y a Ça un bouge d'un pouce par jour. Puis s'il y a un coup de vent, ça retombe d'un bord ou de l'autre. Ouais. Mais il reste que il y a des endroits où tu as tout simplement pas le droit de faire de feu. Donc faites attention si vous faites du camping, faire un feu à l'endroit désigné, sinon assurez-vous d'avoir le droit de le faire. Apporter. Oui, excusez. Des pantoufles. Non. OK. Apporter l'équipement de survie nécessaire. Puis informez-vous sur ce qui est nécessaire. On parle ici d'une lampe frontale, d'une carte, une trousse de premiers soins, de la nourriture, de l'eau, etc. Bref, informez-vous. Ça dépend d'où vous faites ça. Ça dépend de la saison, ça dépend de la température, mais préparez-vous comme il faut. Pas pour trop en savoir. amener non plus. Exactement, parce que s'encombrer, c'est pas mieux. Donc ça, c'est l'éthique en montagne. Parfait. C'est tout? C'est Ouais, ça, écoute, les... ben, OK. je veux dire, c'est tout l'éthique. OK, c'est bon. En fait, s'il y a une règle que vous vous posez la question à savoir est-ce que je peux le faire ou pas le faire, là, ben, Consultez le code de déontologie de John Muir. oui, c'est une bonne idée, ou juste posez-vous la question à savoir si On c'est va mettre respectueux. un lien sur notre site web. Donc, En fait, utilisez la à votre tête. Là. ouais, c'est ça, servez-vous mal de votre tête. Donc, Dave, tu viens nous parler d'un de tes problèmes. Dave, il y a Oui. beaucoup de problèmes de santé. Oui, moi, je suis batté. Oui, souvent, j'ai des ampoules sous les pieds. Parce que c'est ça. L'ampoule, dans le fond, c'est créé comment? C'est créé à cause de la friction. Il y a de la friction sur notre peau, puis ça crée une ampoule. Il y a personne, une cloque, genre le mot scientifique ou le terme, le phlistène. Oui, je le lis parce que j'ai la misère à le PHLYC. T-E, accent grave, N-E, c'est bizarre, tu sais. Ça se prononce en poule, ce mot-là, c'est ça? Phlistène, ampoule, ouais, c'est Ok. ça. Donc, c'est ça. Donc, des trucs pour éviter les ampoules. Donc, premier truc, des bonnes chaussettes. Des bons bas. Des bons bas. Un bon bas. OK, moi, je suis d'accord Je avec veux ça. dire, moi, j'ai des paires de bas que je mets exclusivement pour faire de la randonnée. Même affaire, j'ai des bas, moi, quand je travaille avec mes bas de travail, mes Timbo jaunes, j'ai des bas qui sont faits que pour ça. Puis si je mets autre bas, ben, je suis inconfortable dans mes bas de travail. Puis, je sais que t'as pas fait de recherche sur l'ensemble des bas qui existent, mais toi, c'est quoi tes bas que tu mets? C'est-tu des bas en mérino ou c'est des bas en coton Oui, spécial? en C'est mérino. quoi?
Oui, Merino Wigwam. OK. Ouais. Ah, ben c'est cool, Mais ça. c'est des bas très chauds. Je pense que je vais m'acheter une Ouais. nouvelle paire pour l'été, là, qui s'en vient, là. Puis moi, l'été, les bas que je mets des... Ben, je dirais pas la marque parce qu'ils nous donnent pas un sou. Mais c'est des bas Sponsor us, Wigwam. C'est des bas de basketball Oh! qui sont un peu longs. Oh, quand même. OK, Donc, c'est bon. je dirais mi-mollet. OK. Je sais que notre ami Jacques-Olivier, lui, il met tout le temps des bas de compression. Ouais. Parce que, je sais pas, il y a des problèmes de circulation, faut croire. Il y a des varices. C'est une guédaille. Mais, donc, je pense que c'est une préférence personnelle. Faut faire des tests. Mais Mais tu sais, assurez-vous, disons, que vous avez une botte qui couvre la cheville. Mettez bas un bas court. Ouais. Mettons. Ouais, c'est ça. Si le bas est plus bas que la botte, ben là, tu vas suer de la cheville, puis c'est pas mieux. C'est pas mieux. Mhm. Tu sais, il y a des gens qui disent, faut mettre 2 paires de bas l'hiver, ou genre, tout simplement, faut pas en mettre, Ouais, j'ai entendu ou faut ça. mettre des bas qui sont J'entends- pas j'entends- propres, faut mettre des bas sales. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que si tu mets 2 paires de bas, c'est tes 2 paires de bas qui vont frotter entre eux, puis ce sera pas ta peau, en fait. c'est que 2 paires de bas, ça respire moins. Puis aussi, c'est plus serré dans ta botte, donc t'as moins de circulation. Si, mettons, c'est l'hiver, là, c'est l'été, c'est moins pire, là. Mhm. Puis tu vas avoir encore plus chaud avec 2 paires de bas. Donc, voilà. Fait que, tu sais, des bas, là, allez dans n'importe quel retailer de plein air, il y en a des milliers de modèles. Donc, c'est pas un problème. Deuxième point, avoir les bonnes chaussures, les bonnes bottes. Donc, ça, Flamand, tu disais, est-ce que toi, t'as mieux des chevilles, des bottes qui montent aux chevilles ou des souliers de randonnée? Moi, j'ai les deux. Personnellement, moi, j'ai des chevilles de paille, donc j'aime bien ça avoir des bottes qui montent plus haut. Ouais, mais ça, encore une fois, ça vient en fonction des conditions climatiques et Ouais, des préférences exactement. personnelles. Puis tu sais, ça, les bottes, essayez-les. Achetez pas des bottes online, ça marche pas, ça. Donc, le meilleur moyen de savoir que ta botte est bonne pour toi, c'est de les essayer. Parce que, sérieusement, il y a tellement de types de bottes que tout le monde peut trouver ce qu'il y a de besoin. Ouais, puis c'est pas la même recette pour personne. Non, exactement. Troisième truc, c'est les pommades anti-frottement. Moi, ma mère, elle a eu ça, puis maintenant, elle ne jure que par ça. Elle met constamment ça quand elle fait des hikes. C'est une genre de pommade qui hydrate ton pied, puis qui la rend quasiment qui lubrifie ton pied pour aider s'il y a de la friction ou quoi que ce soit. Ouais, moi, j'ai déjà utilisé ça en vélo. La pommade, on la met pas au même endroit. Non. Mais ça empêche, le principe est le même, ça empêche le frottement contre la peau. Donc, moi, je pense que c'est une bonne idée de se mettre ça dans les pieds. Ouais. Si t'es propice aux ampoules. Ouais, exact. Quatrième point. Entretiens tes pieds, Flamand. Tes ongles d'orteil, tes coupes. Tu veux te sentir bien dans ta peau? Va au quartier chinois. Va te faire une pédicure. Tu créeras pas à ça comment tu vas être bien. Ils vont te révolutionner ta vie. Je te le dis. Ben, merci du conseil. Moi, je dois avouer que je suis pas propice aux ampoules, fait que je vais passer mon tour pour la pédicure, mais... T'aimerais pas ça qu'on fasse ça, une activité ensemble un mardi soir, là? Après Non. le podcast, on va se faire masser les pieds par... Moi, je serais curieux que les petits poissons, par exemple, qui mangent la peau morte, mais ça, c'est un autre débat. Ouais, ça, c'est une autre chose, ça. Mais c'est quand même nice. Donc, prochain point souvent, c'est les semelles. Moi, j'ai des semelles orthopédiques, genre, j'ai pas le choix, des orthèses, j'ai pas le choix de les mettre, sinon, oublie ça, mes pieds, je suis zéro, mes genoux sont morts, j'ai mal au dos, ça marche pas du tout. Donc, s'il y a des gens qui des semelles, donc, tu sais, des Dr. Scholl's, peut-être, des affaires comme ça. Donc, c'est important, ça aussi. Point suivant, bien serrer ses lacets. Donc, pas trop serré, pas trop lousse. Faut pas que ton pied se promène, faut pas que ton pied Ouais, c'est ait ça. plus de Parce que sang. s'il se promène, juste correct. il frotte. Exact. Puis si tu le trop serré, t'as plus de sang, tu vas avoir fret aux pieds, puis j'imagine que c'est pas bon, même l'été, Ouais. là, d'avoir pas de sang dans les pieds. Exactement. Point suivant, c'est un peu genre les moleskin, les gens de compete, c'est un peu, c'est un plaster. OK. Un bandage, puis c'est fait pour justement, c'est comme du tape que tu mets sur ton ampoule, puis ça, ben, tu sais, ça l'aide à ce que la friction soit pas sur ta peau, mais sur le plaster, bandage. ouais. Exactement. Ça, tu mets ça avant ou après? Avant. Donc, tu mets ça... Ben, tu peux le mettre après aussi, admettons que tu as eu un ampoule, parce que, mais ça, c'est le point suivant. Mais ça, je veux dire, si c'est une mesure que tu mets... D'habitude, je mets mes bottes, j'ai toujours des ampoules sur la cheville, je me mets ça sur la cheville, puis t'as... Ouais, exactement. Okay, c'est en prévention. Tu connais tes endroits où il y a le plus de frottement d'habitude, là. Ensuite, c'est amener une deuxième paire de bottes, puis rendu sur le top, enlevez vos souliers, enlevez vos bas, et remettez des bas nouveaux. Parce que si le bas est mouillé, et votre botte, si vous avez eu chaud ou quoi que ce soit, ben, s'il y a de l'humidité, ça peut aider à ce qu'il y ait de la friction. Okay. Parce que là, le bas va plus gripper sur votre peau. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est un très bon. Changer ses bas en haut, puis c'est pas quelque chose que je fais, ça serait C'est une peut-être... paire de bas. Ouais, On s'attend l'hiver, c'est plus dur, là. Quand t'arrives en haut, tu veux pas enlever tes bas parce qu'ils vendent, tout ça, il fait frais, tu veux pas exposer ta peau, tout ça. Mais, c'est un truc qui peut être très bon.
Ouais. Puis ensuite, c'est si vous en avez des ampoules, pétez-les pas. Je sais que c'est dur, là, mais le meilleur moyen que ça guérisse, c'est de ne pas faire percer son ampoule. Non, faut pas. Puis si, mettons, moi j'ai hacké, Ouais. puis là j'ai une ampoule, Ouais. puis là je continue parce que faut que je redescende, par exemple, puis là elle éclate à cause que ça continue de frotter. Qu'est-ce que je fais? Ben là, il y a rien que tu peux faire, là, le mal est fait. OK, fait que j'arrache pas la petite peau, je laisse ça. Non, arrache pas la petite peau parce que là, ça va être la peau rose vraiment sensible qui va être dessus, puis ça va faire vraiment mal après ça. Mm-hmm. Alright. Donc voilà, c'était mes conseils pour éviter les ampoules. Donc toi, tu feras plus d'ampoule, là. Non, hama. Hama. OK, moi, il y en a qui ont peur dans le bois. Tu peur, toi, Dave? Moi, pas peur. Pas peur, il a déjà perdu la cerise. Ah ouais, mais il y en a qui ont peur des prédateurs. Puis ici, on parle d'animaux. Toi, t'es-tu un prédateur? Non, je suis pas un animal. Okay, Ben, en fait, l'homme est un animal, mais c'est un débat philosophique. Okay. Donc, je vais vous dire quoi faire si on voit 3 prédateurs. OK. Premier prédateur, c'est l'ours. Le deuxième, c'est le loup. Puis, le troisième, c'est le cougar. Puis ici, je parle pas des vieilles madames d'un bar. Ah, les cheveux coupés courts, le toupette long blond, c'est pas ça qu'on parle. Fait des avances déplacées. C'est bon. Du léopard, non, ok, c'est bon. On parle du cougar qui ressemble un peu plus à un chat qu'à une vieille madame. Ouais, un gros. Donc, un gros chat beige. Donc là, je vais vous donner 4 choses à faire. En fait, je vais te donner, David, 4 choses à faire. Tu vas associer ça avec le prédateur. OK, c'est bon. Donc, ne pas courir, ne pas tourner dos à l'animal, rester debout et se faire grand, puis maintenir le contact avec les yeux de l'animal. Est-ce qu'on peut toutes ces réponses ou Non, ça n'est un en fait que j'ai un loup, un cougar ou un ours. Un ours. Moi, je vais y aller avec le loup pour celui-là. Ouais, bien joué. Donc, le loup, faut pas courir parce que, en fait... Tu le regardes dans les yeux, tu le respectes. Mais en fait, non. Parce qu'il est sournois, le loup. Tu sais, c'est dans la même famille un peu que les renards, tout ça. Eux sont sournois, ils arrivent par en arrière. Mais le loup, ce qui va arriver, c'est que c'est un animal qui a une hiérarchie dedans. Puis si tu baisses la tête, c'est comme s'il te domine. Donc, okay, ouais. Moi, j'ai déjà vu César, l'homme qui parle aux chiens, là, puis il regarde dans les yeux, lui aussi. Fait que le loup, tu cours pas, tu le regardes dans les yeux, puis tu te fais grand. Donc, on peut mettre nos bras à côté de nous, comme s'imiter un gros bonhomme, là. Si t'as des pôles, tu mets ça bien dans les yeux. Exactement. Tu whippes dans... Mettons, tu l'attaques, tu whippes dans la face, vas-tu Ben, je pense que non. Tu le regardes, puis tu recules. OK. Doucement, tu cours tu fais aller tes bâtons dans les airs. Ouais. Puis si jamais il t'attaque, faut se défendre en utilisant tout ce qu'on a autour de nous comme arme. Donc, tes épaules, tes poings. Faut que tu te défendes. Mais Black Diamond, ils vont être encore plus croches qu'ils sont. Il faut ne jamais abandonner contre un loup si jamais on se bat. Puis, moi, j'abandonnerai jamais parce que sinon tu meurs. Mais la plupart du temps, les animaux ne vont pas vous attaquer en cas d'extrême famine. Ben fin. Extrême famine, ou bien s'ils se sentent agressés par vous, et surtout les mamans qui sont en présence de jeunes. Donc ça s'applique à tous les prédateurs. Donc tenez-vous loin, puis il y aura pas de problème. Donc, deuxième lot de comportement, ne pas courir, parler fort, lancer quelque chose pour distraire l'animal, reculer en maintenant contact avec le regard de l'animal. Moi, je dirais le cougar. Parce que c'est un félin, tu sais. Ouais. Puis moi, mon chat, je lance une balle à l'autre bout de pas courir après. Ça doit être la même affaire, le cougar. Lance une roche dans le bois. Oh, t'as pas quoi? Il y a un jouet là-bas. Il part. Ouais, donc c'est ce qu'il faut faire pour le cougar. Donc, Dave, si jamais tu vois un cougar au Québec, on a encore... On me la fera pas à moi, celle-là. On me la fera pas. On pense qu'il y en a, là. C'est un peu non, Bobcat, c'est un lynx. Le cougar, c'est une grosse bête jaune. OK. Gros chat beige. C'est anecdotique, là. On en voit des fois, mais c'est pas vraiment officiel. Mais il y en a quand même. C'est comme le Yeti? Non, c'est un peu plus officiel que le Yeti. Okay. Mais moins officiel qu'un écureuil, mettons. Comme... Puis moins que ton t-shirt? Mon t-shirt, c'est pas un officiel. OK, c'est bon. Donc, là, il reste l'ours. Qu'est-ce qu'on fait quand on voit un ours? Ne pas courir, reculer tranquillement. Donc, dans tous les prédateurs, on recule pas. Lui, il faut pas le regarder. Parce qu'il verrait ça comme un challenge. Okay. Un affront. Donc lui, tu le regardes pas directement, tu parles à voix basse. Donc, contrairement au cougar où tu parles fort, un ours, tu dis wow, pas trop fort. Puis, comme toi, Yogi. On conseille aussi de ne pas le prendre en photo. D'un coup qu'on a... Pas de flash. Non. C'est comme la Mona Lisa au Louvre, pas de flash. Ne pas courir non plus. Pas courir, OK. Dans tous les cas, faut pas courir. Faut reculer, hein. Reculer tranquillement pour pas l'exciter. Ouais. Donc, si vous voyez des prédateurs... Moi, je me souviens d'une vidéo du gars qui
qui voit une maman avec ses enfants oursons, puis que là, il capote un peu, puis là, tu vois qu'il filme, il recule. Mais les petits-enfants pensent qu'ils veulent jouer, fait qu'ils courent de plus en plus vite vers lui, puis là, ils stressent un peu. On va poster la vidéo sur la page Facebook. Parce que la maman est vraiment, vraiment, vraiment pas loin. Donc, vous savez quoi faire quand il y a des prédateurs. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'ils se vendent une petite cloche que tu mets sur ton sac à dos. Quand tu marches, ça fait gueuling. Donc, ils vont t'entendre, puis ils vont s'éloigner avant que t'arrives. Nous, on fait souvent de la randonnée en groupe, puis on parle pas mal. Donc, les animaux, ils ont beaucoup plus peur de l'homme que l'homme a peur d'eux. Donc, si t'entends arriver, ils vont se sauver avant même que t'aies eu le temps de les apercevoir. Donc, exact. Tu sais, il est pas question de s'empêcher d'aller jouer dehors parce qu'il y a peut-être des ours dans ma région. Des ours. Des ours, ou des cougars, ou des loups, ou peu importe. Donc, c'est ça. Faites un peu de bruit, marchez entre amis, ayez du plaisir, puis il y aura pas de problème avec les prédateurs. Mais pas trop de but quand même pour nuire l'expérience des autres randonneurs. Ouais, restez raisonnable, puis en cas de doute, fiez-vous au code d'éthique. Attache pas ton speaker Bose Bluetooth sur ton sac. On veut pas l'entendre, ta toune de M&M. T'as-tu déjà vu? T'as déjà vu ça? Ouais, je vois ça souvent à Montréal dans le métro, moi. Donc, écoutez, ça fait le tour pour cette semaine. Donc, on a eu bien du fun. On vous a parlé de montagne, on vous a parlé d'éthique, en poule, de prédateurs. Ce qu'on vous suggère, en fait, c'est de nous suivre sur les réseaux... Prédateurs de Nashville? Piquet-Souben? Okay. Donc, ce qu'on vous suggère, c'est de nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, de dehors sur Facebook, de dehors sur Instagram, de dehors où tu veux, on est là. On Allez a un nous Patreon. encourager sur Patreon, exactement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode. On va vous arriver avec des histoires de randonnée exclusives. Donc, on vous prépare de quoi de cool pour le prochain épisode. Donc, Flamand, avant de conclure, on va y aller avec la traditionnelle citation de fermeture d'émission. Ouais, c'est ça. On aime bien ça, vous donner une citation d'un grand du plein air, un grand de dehors. Donc, citation de Ed Viestrus. Je vais vous dire c'est qui après, là, mais je vais y aller avec la citation. Se rendre au sommet, c'est optionnel. Mais se rendre en bas, c'est obligatoire. Non, se rendre en bas, c'est obligatoire. Se rendre en bas, c'est obligatoire, c'est vrai. Parce que, en fait, t'as pas conquis la montagne tant que t'es pas rentré, tu sais. Oui. Un sage homme m'a déjà dit ça. Oh. Sur le top d'un volcan, il m'a dit, tu sais, David, en ce moment, c'est pas la montagne, tu l'as vaincu seulement quand t'es revenu en bas. Ouais, parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui ont monté l'Everest que de monde qui en ont descendu. Malheureusement. Donc, Ed Viestrus, c'est qui, lui? Parce qu'il connaissait tout ça, tu sais. C'est quelqu'un qui parlait à travers son casque d'alpiniste? Oh, non. Ed Viestrus, c'est un vrai. Oh, qui connaît ça, lui? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ben, c'est un alpiniste américain. C'est le premier américain. Tu sais, c'est pas un petit pays, genre le premier gars du Groenland. Non. Le premier Zimbabwe des États-Unis qui a monté les 14 plus hauts sommets au monde. Donc, les 14 sommets de plus de 8000 mètres. Et mais... La trappe. Pourquoi c'est un vrai? Sans apport d'oxygène. Donc, lui, il était capable de respirer en altitude sans oxygène. Donc, il est encore vivant, pour ceux qui s'intéressent. 58 ans aujourd'hui. Donc, Ed Viestrus, ce grand homme qui nous a dit que monter, c'était optionnel, que se rendre au sommet, c'était optionnel, mais de descendre la montagne, c'est obligatoire. Yeah. Donc, shout out à Ed et Eddie. Merci de nous avoir écoutés, puis à dehors. À dehors.